Bonjour, bienvenue dans ce quatrième numéro de Mediafact. Aujourd'hui, on va parler du Front National. Vous le savez, malgré des scores élevés lors des premiers tours, les électeurs ne semblent toujours pas décidés à faire massivement confiance au Front National au second tour. Gênant, très gênant dans un système électoral qui est dominé par le scrutin majoritaire à deux tours. On l'a vu encore récemment au régional de décembre. Le Front National était en tête au premier tour dans 6 régions sur 13 avec des scores très élevés, parfois jusqu'à 40% et au-delà. Et pourtant, il a remporté aucune région et pas non plus un seul département en mars dernier lors des élections départementales. Alors il y a quelques jours, Marine Le Pen a organisé un séminaire pour réfléchir à la meilleure façon de percer le cap des seconds tours, d'une certaine façon, et notamment peut-être revoir le programme économique du parti qui est jugé trop effrayant. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que quand on parle du Front National dans les élections, on entend souvent un certain nombre d'idées reçues ou de slogans qu'on va vérifier aujourd'hui avec Marine Turchi, journaliste à Mediapart. Bonjour. Et on va se poser des questions finalement assez simples. Le Front National est-il vraiment le premier parti de France, comme il le prétend très souvent? Est-il vraiment aussi devenu le premier parti des jeunes et des ouvriers? C'est ce qu'on entend très souvent aussi. Et la question centrale, d'une certaine façon, a-t-il atteint son maximum de voix ou va-t-il encore progresser? Et on va commencer tout de suite donc avec ce slogan qui est martelé depuis 2 ans maintenant par le Front National. Il serait devenu le premier parti de France. On va écouter la présidente du Front National, Marine Le Pen, le 6 décembre dernier, au soir du premier tour des régionales. Le peuple s'est exprimé et avec lui, la France relève la tête. Ce vote confirme ce que les précédents scrutins avaient annoncé mais que les observateurs officiels ne voulaient pas encore admettre. Le mouvement national est désormais sans conteste le premier parti de France, alors qu'il est, rappelons-le, à peine représenté au Parlement. Premier parti de France, c'est d'ailleurs déjà ce que tweetait Marine Le Pen en 2014 après les européennes ou lors des départementales de mars 2015. Et c'est d'ailleurs un slogan qui est fréquemment repris sans trop de précautions, souvent par les journalistes. Donc Marine, question assez simple, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors c'est vrai en nombre de voix sur certaines élections et si on prend le parti individuellement. Aux européennes par exemple, le Front National a recueilli 4,7 millions de voix, c'est beaucoup plus que ses concurrents des Républicains ou du PS. C'est vrai aussi au premier tour des régionales où le FN rassemble plus de 6 millions de voix. Sauf que les Républicains et le PS vont présenter des listes d'union à chaque fois, avec l'UDI, avec les radicaux de gauche, donc le Front National ne peut pas décrocher la première place. Au départemental, par exemple, le FN est en tête dans 43 départements, mais au deuxième tour, il fait 22%, donc il est loin derrière le bloc de droite qui a 45%, loin aussi derrière le bloc de gauche, 32%. Sans compter, il faut toujours le redire, que le premier parti de France, en fait, ça reste, à toutes les élections maintenant, l'abstention. Oui, le FN se fait largement devancer par l'abstention. Au départemental, au régional, on avait 50% d'abstention, 57% aux européennes. Donc quand un électeur sur 2 ne va pas voter, on ne peut pas parler de premier parti de France. Mais alors, ce qui est intéressant quand même, c'est à plusieurs élections récemment, plus la participation a augmenté, plus le score du Front National a augmenté. Ça aussi, ça dément une idée reçue qu'on a parfois que quand les gens vont beaucoup voter, ça va contre le Front National. En tout cas, c'est un phénomène nouveau. Le Front National, de fait, a ramené aux urnes ces 2 dernières années. Il y a une sorte de facteur de repolitisation, ou en tout cas, le Front National réussit à transformer un désengagement en vote anti-politique. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas du coup au deuxième tour des régionales, il y a une très forte mobilisation et là du coup, ça voilà. nuit plutôt au Front National. Voilà, là la gauche s'est mobilisée. Donc ça, on avait vu premier parti de France, donc le label que s'attribue le FN, mais c'est pas le seul. Il dit notamment, le Front National, très souvent, qu'il est le premier parti ouvrier et aussi le parti préféré des jeunes. On va commencer avec les ouvriers parce que c'est assez intéressant. C'est une vieille histoire en fait. Ça commence dès la présidentielle de 95. Le candidat, c'était alors Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen. Au premier tour, il fait 4,5 millions de voix. 15% des suffrages exprimés. Et après cette élection, la Sofres, l'Institut de sondage, fait une enquête et qui indique que 30% des ouvriers ont voté pour Jean-Marie Le Pen. Et alors à ce moment-là, il y a un chercheur à Sciences Po qui s'appelle Pascal Perrineau qui théorise ce qu'il appelle un gaucho-lepénisme. En disant, ben voilà, c'est simple, désormais, les ouvriers qui ont longtemps voté à gauche, notamment pour le Parti communiste, votent désormais pour le Front National. Et depuis, ce chercheur Pascal Perrineau n'a pas changé de discours. On va écouter ce qu'il disait juste après le premier tour des régionales.
Il est présent dans les catégories populaires. Maintenant, chez les ouvriers, c'est quelque part aux alentours de 45% des ouvriers qui sont allés voter. Il a pris la place du PC, du Parti communiste. Oui. Et très nettement, je vais vous dire. Oui. Parce que le moment où le Front National faisait 45% dans le milieu ouvrier, il y a très moment où le Parti communiste, vous voulez dire, faisait 45%. Vous voyez, c'est intéressant. Voilà. Mon lapsus est très révélateur. C'était juste après-guerre. Voilà. Oui. Donc Marine, à entendre Pascal Perrineau, c'est simple, le Front National serait d'une certaine façon le nouveau parti communiste, le nouveau parti préféré des ouvriers. Alors, ce qui est vrai, c'est que le Front National va percer auprès d'un électorat populaire qui est déçu par la gauche. Il va percer dans des bastions de gauche comme le Pas-de-Calais ou des zones industrielles anciennement ouvrières comme l'Est, notamment la Moselle. Mais c'est vrai aussi qu'il y a clairement un vote Front National qui perce chez les ouvriers. Un chiffre, pour le décrire, 25,6% à la présidentielle de 2002, 30,9% en 2012. Simplement, il y a des nuances à apporter à ces chiffres. D'abord, la majorité des ouvriers n'a pas voté FN en 2012 puisqu'elle s'est d'abord abstenue. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on recalcule le score de Marine Le Pen par rapport aux inscrits, on voit qu'il est de 23%. C'est inférieur de 2 points à celui des candidats de droite et c'est inférieur de 13 points à celui des candidats de gauche. Au premier tour de 2012, en fait, une nette majorité des ouvriers, 57%, n'a donc pas voté ou bien a voté à gauche. Oui, et d'ailleurs, d'autres chercheurs remettent en cause ce fameux gaucho-lepénisme. C'est notamment le cas de la politologue Nona Mayer qui le trouve assez simpliste. On l'écoute, c'était sur le plateau de Mediapart au moment des européennes de 2014. Moi, je n'aimais pas le terme de gaucho-lepénisme parce qu'il donne l'idée que les contraires s'attirent, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas directement les électeurs du PC qui tombent dans les bras du Front National. Et on voit très clairement qu'il y a toujours eu des ouvriers de droite, un gros tiers, près de 40% du temps du général de Gaulle, et que ceux qui vont commencer à voter pour le Front National, quand il démarre, ce sont des ouvriers de droite, dans des régions de droite, et c'est la génération post-baby-boom. Ceux du baby-boom, ils sont restés fidèles à la gauche. Oui, alors c'est l'autre nuance, effectivement. Le chercheur Florent Gougou, qui a travaillé sur le vote ouvrier, qui a fait une thèse sur le vote ouvrier, il a démontré qu'il n'y avait pas une nouvelle percée dans les milieux ouvriers qui serait liée à l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National en 2011. Ce qu'on entend souvent quand même. Ce qu'on entend souvent, voilà. Il explique que Marine Le Pen a simplement bénéficié, comme son père avant d'ailleurs, d'une droitisation générale du vote ouvrier. Ça veut dire que ce vote ouvrier, ce vote FN est avant tout le fait d'ouvriers qui sont de droite et qui vont, ou alors qui se déclarent ni gauche ni droite, et qui vont se reporter sur le Front National. Donc en gros, ce sont davantage des ouvriers de droite qui votent aujourd'hui Front National. Et c'est vrai qu'on oublie souvent aujourd'hui parce qu'il y a un raccourci qui dit que ouvrier égale de gauche, ouvrier égale communiste. Florent Gougou explique que ça fait très longtemps en fait, qu'il y a une recomposition sur le long terme du vote ouvrier. Et il explique que c'est porté par le renouvellement des générations. C'est-à-dire qu'on peut être ouvrier de gauche et avoir des enfants qui, eux, ne vont pas avoir des habitudes de vote à gauche, qui vont être de droite et se reporter vers le Front National. Oui, c'est des schémas de pensée des années plutôt 70 et 80. C'est-à-dire ça a changé aujourd'hui. Voilà, ça a changé et ça fait quand même un petit moment que ça a changé. Donc il explique que c'est pas lié au Le Pen, que ce soit Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Il explique aussi que c'est le cas dans de nombreuses démocraties européennes, l'Autriche, la Belgique, la Suisse, la Norvège. Et puis une idée quand même, c'est que au-delà du vote ouvrier, le FN a un électorat extrêmement populaire qui pèse lourd dans son électorat. Si on ajoute les employés aux ouvriers, ils en constituent la moitié. Mais là aussi, une dernière nuance, et Nona Mayer, qu'on vient d'entendre, le dit très bien, contrairement à ce qu'on entend souvent aux idées reçues, ce ne sont pas les plus précaires qui vont voter Front National, ce sont ceux qui ont un petit quelque chose, un petit diplôme, une accession à la propriété, un travail, donc c'est ceux qui ont quelque chose à perdre. Alors, ça c'était pour les ouvriers. Autre chose qu'on entend là encore énormément, on nous dit souvent, et on entend à la radio, à la télé, le FN est devenu le premier parti des 18-24 ans. Et un seul exemple parmi beaucoup d'autres, au soir des régionales, le 6 décembre, au soir du premier tour, cet échange entre deux journalistes sur la radio France Info. Ce dont on se rend compte, c'est que le FN est le parti pour lequel aujourd'hui les jeunes de 18-24 ans se sentent le plus proches. Il est le premier parti des jeunes aujourd'hui des 18-24 ans. D'ailleurs, paradoxalement parlant, ce sont les plus âgés qui aujourd'hui résistent le plus au vote FN. Alors ce qui est intéressant, vous avez vu la tête de la journaliste qui n'en revient pas quand le journaliste lui dit le FN est le premier parti des jeunes de 18 à 24 ans. Évidemment, ça frappe, ça choque souvent quand on l'entend. C'est d'ailleurs peut-être probablement pour ça que la formule est très souvent employée. Marine, est-ce que tu peux décortiquer ces chiffres ?
Alors déjà, c'est un débat qui est venu sur la table au moment de la présidentielle de 2012, parce que Le Monde, le 9 avril 2012, en plein dans la période du vote, met en manchette un sondage qui annonce que Marine Le Pen pourrait arriver en tête chez les jeunes. 26% d'entre eux pourraient voter Front National. Alors c'est vrai que ce sondage, il va être très contesté, parce que l'échantillon est petit, seulement 1000 personnes et seulement 200 jeunes. Donc il va y avoir une polémique, et c'est souvent le cas quand un sondage est comme ça interprété, mis en une. Voilà, donc Le Monde est accusé de sensationnalisme à ce moment-là. Mais pour autant, le Front National a un impact très fort chez les jeunes. Au premier tour des régionales, selon un sondage Ipsos, 35% des 18 à 24 ans qui se sont rendus aux urnes ont voté Front National. D'après le sociologue Sylvain Crépon, qui travaille depuis longtemps sur l'appareil Front National, sur les électeurs du Front National, c'est un vote qui s'explique par un fort pessimisme chez les jeunes, par une peur du déclassement, là encore, et puis le fait de jeunes qui ressemblent en fait à l'électorat FN, qui sont peu diplômés, peu ou pas diplômés. Mais comme on le disait tout à l'heure pour les ouvriers, il faut relativiser ce chiffre, puisque les jeunes sont d'abord des abstentionnistes. 65% des jeunes au régional se sont abstenus. Et puis une autre nuance, c'est que gauche et droite partent en liste dispersée au premier tour. Mais si on prend en compte ensuite les blocs de gauche et les blocs de droite, le FN arrive à égalité avec la gauche chez les 18-24 ans, et il est derrière la gauche chez les 25-34 ans. Alors, maintenant, on va parler d'une autre expression, un peu tarte à la crème, là encore, qu'on entend très souvent. Il y aurait, nous dit-on, une sorte de plafond de verre électoral, entre guillemets, pour le Front National qui l'empêcherait d'aller plus haut dans les urnes. Alors d'abord, c'est intéressant l'expression plafond de verre, parce qu'au départ, c'est un concept qui est utilisé quand même par les féministes pour évoquer les inégalités entre les hommes et les femmes dans les entreprises, et notamment aux États-Unis. L'expression vient du monde anglo-saxon. Et en fait, depuis quelques années, le Front National a repris à son compte cette expression pour dire, ben voilà, ça y est, il y a un plafond de verre, mais nous, on est en train de le briser un peu plus à chaque élection. Et ça, c'est une rhétorique que le Front National développe très souvent. On va écouter Nicolas B., le secrétaire général du parti. Là encore, c'était juste après le premier tour des régionales. Je crois qu'il y a, c'est vrai, beaucoup d'électeurs qui sont susceptibles aussi de nous rejoindre à mesure que la dynamique s'amplifie, et elle s'amplifie. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend parfois, le Front National ne subit pas un plafond de verre. Le plafond de verre, il remonte à chaque élection. Donc ça, c'est la thèse officielle, le plafond de verre qu'on est en train d'exploser, dit le Front National. Et puis en face, certains chercheurs notamment disent, bah non, il n'y a pas du tout de plafond de verre. Et ils disent aussi, surtout, il n'y a pas même de vague du Front National. Ils disent en fait, en gros, le Front National n'est pas beaucoup plus haut aujourd'hui que ce qu'il était à la fin des années 90. Et ça, c'est une polémique qui a beaucoup ressurgi pour l'interprétation des résultats des régionales. Il y a eu des tribunes dans la presse, etc. en décembre. Alors, on va regarder un peu ça avec plus de précision, et on va regarder notamment ce tableau. Sur ce tableau, on a pris les scores les plus hauts du Front National depuis 88. Donc, c'est le plus souvent lors des élections présidentielles, où il y a une forte mobilisation. Et on a pris bien sûr les scores les plus hauts en voix, là on parle de voix. Donc le plus souvent lors des premiers tours des présidentielles. On a pris pour 2002 le second tour de la présidentielle où Jean-Marie Le Pen était opposé à Jacques Chirac. Et pour 2015, on a pris les régionales où le Front National a fait au deuxième tour son record historique avec 6,8 millions de voix, ce qui est quand même énorme. Une performance d'autant plus notable que ce n'était pas une présidentielle, on l'a dit, que la participation donc était plus faible. Et si on regarde ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que ça fait longtemps que le Front National est à des niveaux élevés. Par exemple, on s'aperçoit qu'à la présidentielle de 88, au premier tour, Jean-Marie Le Pen faisait déjà 4,4 millions de voix. Il y a eu l'accident de 2007 où Nicolas Sarkozy a siphonné le Front National et donc du coup, le Front National n'a fait que 3,5 millions de voix. Donc Front National depuis longtemps élevé. Deuxième enseignement, en 25 ans quand même, le Front National a augmenté son capital électoral. Il y a plus 2,5 millions de voix, en gros, en 25 ans. On passe de 4,4 millions en 88 à aujourd'hui. Marine, c'est difficile de faire des prédictions, bien sûr, pour l'avenir, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le FN a épuisé son réservoir de voix, est au maximum, ou est-ce qu'il peut encore progresser? Alors, il faut être prudent sur cette notion de plafond de verre. La chercheuse Nona Mayer, qu'on entendait tout à l'heure, a expliqué pendant les régionales que cette notion était extrêmement relative en politique. Après, il faut souligner, comme tu le faisais, que le FN progresse lentement, mais sûrement, depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du FN. Et puis surtout, le nombre de personnes qui votent FN en fait, aux élections, il est bien plus important en fait, que 6 millions de voix, le chiffre qu'on donnait tout à l'heure, qui est son chiffre un peu maximal.
Parce qu'en fait, certains électeurs ne vont voter FN qu'au premier tour et d'autres qu'au second tour. Et le cabinet de conseil Liégé-Muller-Pons a fait une étude originale là-dessus et il montre que justement, si on prend les 2 tours, toutes les personnes qui ont voté Front National, on arrive au chiffre de 9 millions d'électeurs FN. Donc ça veut dire le capital électoral du Front National. C'est le réservoir, en tout cas au régional, sachant que ce n'est pas une élection qui mobilise autant que la présidentielle, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel de vote important, plus important pour le Front National. Alors c'est vrai que malgré sa stratégie de diabolisation, le FN peine encore à attirer certains électorats, les électeurs de gauche, les diplômés, les classes moyennes et supérieures, mais ce plafond de verre commence quand même à s'estomper. Il y a des électorats qui hier étaient complètement imperméables au Front National, l'électorat des femmes, les personnes de confession juive, ou même l'électorat homosexuel dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, il y a eu certains sondages. Aujourd'hui, ils sont moins réticents à voter Front National, donc ça c'est une nouveauté. Et puis le FN a des réserves de voix à droite. Parce qu'en fait, il y a une énorme porosité dans les électorats de droite, et on l'a vu assez récemment en Île-de-France, au régional par exemple, les électeurs du FN, ils font un choix stratégique. Ils vont aller là où ils peuvent vraiment jouer la gagne, c'est-à-dire battre la gauche. En Île-de-France, effectivement, les frontistes vont aller voter Valérie Pécresse parce qu'ils voient qu'elle est en position de prendre la région. Alors qu'en Bretagne, par exemple, il n'y a aucune chance que le ministre Le Drian soit déboulonné, donc le Front National va continuer à voter pour son candidat. Donc il y a un calcul stratégique, on l'a vu aussi au municipal, dans toutes les villes de gauche qui pouvaient basculer, le FN vote à droite. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que du coup, il y a un réservoir peut-être plus important pour le Front National à droite. Et justement, on va terminer sur une autre expression qu'on entend là encore beaucoup, qui est directement dans la suite de ce qu'on vient de dire, c'est que cette idée que le Front National serait aux portes du pouvoir, là encore une expression très souvent entendue, et c'est d'ailleurs ce que disent très souvent ses adversaires, par exemple le Premier ministre Manuel Valls, qui l'a beaucoup répété l'année dernière. J'avais dit que le Front National était aux portes du pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un Front National qui fait 25% aux européennes, peut-être 30% aux élections départementales, et ainsi de suite, ne peut pas gagner l'élection présidentielle? Pas en 2022, pas en 2029. Mais en 2017. Alors pour Manuel Valls, on voit bien l'intérêt. Invoquer la menace du FN, c'est aussi un moyen de mobiliser les électeurs avant les élections. C'est aussi une façon d'appeler le reste des partis de gauche à ne pas être divisés, à s'unir avec le Parti socialiste. Donc chacun a un peu ses raisons finalement d'invoquer la menace Front National comme ça. Mais cette idée que le Front National est aux portes du pouvoir, est-ce que là encore c'est une réalité ou est-ce que c'est un fantasme ? Alors, ce qui est vrai, c'est que le FN est plus fort que jamais. Ça, c'est indéniable. Ouais. Il fait des scores historiques, on l'a vu encore aux dernières élections. Après, cette expression, effectivement, qui a été beaucoup relayée, comme tu l'as dit, c'est vraiment de l'ordre du fantasme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le FN ne bénéficie ni de l'implantation du réseau d'élus, ni du nombre de militants, ni du nombre de cadres suffisants, le nombre de cadres compétents, pour pouvoir prétendre à l'exercice du pouvoir. Alors, sur le nombre d'élus, il faut être très concret. La représentation, elle reste marginale à l'échelle municipale, très relative à l'échelle départementale, 61 conseillers départementaux sur plus de 4100. À l'échelle régionale, c'est vrai qu'ils ont triplé leur score depuis 2010, mais en même temps, ils arrivent à 358. Et aucune région gagnée, donc on est loin des adversaires. À l'échelle parlementaire, ils ont 2 députés sur 577 et seulement 2 sénateurs sur 348. Dans les mairies, 11 mairies sur plus de 36 000 communes. Donc on voit que ça reste quand même très relatif. Et Libération a fait un décompte du nombre de conseillers municipaux qui s'étaient fait la malle depuis leur élection en 2014. Le journal estime qu'au moins 200 ont quitté le parti pour des querelles internes ou rendu leur mandat. Et puis un autre chiffre intéressant, Le Monde a fait un décompte il y a 1 an, donc c'était avant les régionales, du nombre d'élus de tous les partis à tous les échelons, et on voit que le Front National n'arrive qu'à la 7e position en termes d'élus, donc très loin derrière. En termes de militants, c'est la même chose, le FN n'est pas premier. On a pris, nous, les chiffres, le FN a déclaré revendiquer 51 552 militants au mois de juillet, lors du vote pour les nouveaux statuts. On est loin là du Parti des Républicains. On a eu le chiffre il y a quelques jours, c'est 238 000 au 31 décembre. Et puis le PS, 131 000 à son dernier congrès en mai 2015. Donc là aussi, le FN n'est pas premier. Et puis sur les cadres, enfin, ça c'est l'un des sujets au Front National. C'est vrai que le FN a élargi son spectre. C'est vrai qu'il a tenté de se professionnaliser. Il a tenté de débaucher à gauche, à droite, avec son rassemblement bleu marine, avec la création d'une dizaine de collectifs thématiques qui sont un petit peu comme des sas vers le Front National. Aujourd'hui, il annonce la création de comités bleu marine pour la présidentielle, mais ces collectifs sont peu suivis d'effets pour l'instant. Le Rassemblement Bleu Marine a été un échec, puisque Louis Alliot a récemment annoncé la dissolution
des antennes locales du RBM. Et puis les ralliements, même s'ils sont réels, les ralliements, les débauchages, ils sont limités, et puis ce ne sont pas des débauchages qui concernent des figures majeures des autres partis. Et puis cette cohabitation interne des nouveaux débauchés avec les anciens est parfois difficile, on le voit avec Florian Philippot ou Sébastien Chenu qui vient de l'UMP. Donc contrairement à ce que répète Marine Le Pen qui dit que le FN est prêt à gouverner, en interne ils sont beaucoup plus prudents puisque en privé ils expliquent que si demain il y a un gouvernement FN, qui on met ministre, qui on met ambassadeur, qui on met directeur de cabinet, qui on met à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour l'instant encore amateuriste et l'amateurisme on l'a vu aussi dans les municipalités FN. On suit beaucoup à Mediapart les villes FN depuis 2 ans. On a fait un petit peu un observatoire et ce qui se dégage, c'est quand même beaucoup d'amateurisme. Par exemple, à Hayange, où le maire a eu pas mal de soucis, il y a eu des élections annulées, etc. Et donc, dernière chose, il y a très rapidement le problème des alliances, puisque le Front National reste assez isolé sur la scène politique. Oui, alors cette question était au cœur du séminaire qu'on évoquait au début de l'émission, le séminaire du Front National le week-end dernier. Le FN, il reste très isolé aujourd'hui, d'une part parce que la dédiabolisation, elle n'est pas achevée, elle n'a pas fonctionné totalement, et puis parce qu'il n'a pas de stratégie d'alliance aujourd'hui. D'ailleurs, personne en l'État ne veut s'allier avec lui. Il y a une sorte de maintien d'un certain cordon sanitaire vis-à-vis du Front National. Marine Le Pen a proposé des chartes d'engagement pour le 3e tour, par exemple au départemental, pour essayer de se rapprocher de certains partis. Ça a été pour l'instant un échec. Donc le Front National est une force solitaire pour l'instant et c'est handicapant, on le disait tout à l'heure, dans un système qui est dominé par le scrutin majoritaire. Alors avec qui il peut s'allier? Aujourd'hui, les souverainistes de droite, ils n'y ont pas intérêt parce que ils sont amenés à la disparition s'ils font ça. On l'a vu avec certains petits partis qui ont été un petit peu mangés par le Front National. Donc la stratégie du FN, et c'est ce qui a été acté au séminaire le week-end dernier, c'est d'aller chercher des voix à droite, puisque le réservoir, on le disait tout à l'heure, il se situe à droite, en rassurant l'électorat de droite sur les questions économiques, en parlant moins brutalement d'une sortie de l'euro, et en jouant surtout sur la grande porosité avec la droite qui existe déjà sur les questions d'immigration, d'identité, de sécurité. Voire même en changeant de nom, puisqu'il y a tout ce débat à l'intérieur du Front National. Par exemple, la ligne Florian Philippot qui veut lui changer de nom, et puis les anciens du Front National qui sont plus réticents. Voilà, 2 conseils de lecture pour finir, qui vont compléter cette émission. Un ouvrage qui est sorti très récemment qui s'appelle « Les faux semblants du Front National », paru aux presses de Sciences Po. Une radiographie du Front National réalisée par une vingtaine de chercheurs. Et puis les droites extrêmes en Europe, qui vient de paraître là aussi, de Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg, qui décryptent les causes de la montée des extrêmes droites et des populismes en Europe, parce que c'est un phénomène en effet européen. Voilà, Mediafact, c'est terminé. Merci Marine. Merci. Et à bientôt sur Mediapart.